Hello, good afternoon. Thank you. Bonjour à tous, merci de venir à notre point presse de la journée. Avant de me tourner vers nos invités, je voudrais vous donner quelques informations. Hier, l'événement sur la biodiversité marine, sa protection au-delà des juridictions nationales, a obtenu des ratifications. C'est un grand pas vers l'entrée en vigueur de ce traité. Ce matin, 2 États supplémentaires ont signé et là, un autre a ratifié. Les signataires sont à 136 et le nombre de ratifications, 50 pays plus l'Union européenne. Comme le secrétaire général des Nations Unies l'a dit ce matin, cet accord est une étape vitale pour étendre la protection à nos vastes océans. Et nous appelons tous les pays qui restent à se joindre à ce traité le plus rapidement possible. Et cela étant dit, nous allons nous tourner vers nos invités du jour et on écoutera vos questions. Nous avons une présentation d'une initiative qui s'appelle 10 000 navires pour l'océan et visant à étendre les capacités d'observation. Et ensuite, nous avons Johanna Prost qui dirige les services et aussi la commission océanographique des Nations Unies. Et donc, elle travaille avec la commission océanographique intergouvernementale, entre autres. Je lui donne la parole. Merci beaucoup. La journée passe vite. Donc, je dirige le système d'observation mondial des océans. C'est un cadre des Nations Unies qui coordonne toutes les observations, à la fois sur le plan scientifique et sur le plan de la collection des données, du recueil des données, partout où c'est nécessaire. Donc, il s'agit en fait d'une combinaison de communautés partout dans le monde qui réunissent les données d'observation. Ce que nous souhaitons discuter ici à l'UNOC, c'est que ce système doit être absolument reconnu beaucoup plus qu'une simple initiative scientifique. Il faut vraiment lui donner le statut d'une infrastructure. Nous avons des réseaux qui sont en place. On va parler de l'observation des navires et du travail que nous avons engagé. Mais je voudrais vous dire comment nous voulons voir évoluer ce système. Tout est une question d'engagement, de travail en coordination pour arriver à collecter ces données dont nous avons absolument besoin pour mieux comprendre les océans, pour mieux les explorer et surtout pour avoir des informations permettant la mise en place de systèmes d'alerte précoces pour tous, des prévisions météorologiques, pour la protection des côtes et aussi pour permettre la résilience humaine par rapport aux changements énormes qui se produisent au niveau de la mer et aussi en termes d'événements météorologiques extrêmes. Donc, avec nos collègues qui font partie de notre système d'observation mondial, nous avons un grand enthousiasme à l'idée de lancer cette initiative de 10 000 navires. Toute la question est de savoir comment on peut améliorer et construire au-delà de ce que nous avons déjà, parce que le transport maritime n'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ces navires recueillent des observations météorologiques, notamment sur les mers. Ça fait des années, et des centaines d'années même, mais nous voulons surtout aller dans les deux sens, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Parce que avec la communauté du transport maritime commercial, notamment, nous pouvons arriver à une situation où tout le monde y gagne. Nos océans contiennent des informations qui peuvent être recueillies et qui sont indispensables et qui sont utilisées par la science, par les systèmes d'alerte et aussi en favorisant une compréhension plus générale des phénomènes. Et il y a un nombre incalculable de produits auxquels on ne pense même pas. Je pense au BBNJ. Enfin, tout cela s'appuie sur les données que nous recueillons à partir des océans. Donc, il faut voir
qu'il y a là toute une série d'opportunités qui nous sont offertes en collaborant avec le transport maritime en général pour pouvoir recueillir ces observations et pour vraiment créer une situation gagnant-gagnant où les informations peuvent être données aux organismes de prévision météorologique et à tous ceux qui œuvrent dans le sens de la protection des océans. Je donne la parole à ma collègue pour vous donner davantage de détails. À mon collègue, pardon. Oui, bonjour. Vous avez déjà couvert beaucoup de points, mais au sujet de cette infrastructure dont vous avez parlé, elle est très importante. C'est la base pour un certain nombre d'applications. Si vous voulez faire des prévisions, vous devez avoir des observations. Et ces observations sont recueillies par des systèmes complexes, des robots, des argoflottes. Il y a des navires qui y participent. Enfin, le système est très complexe. Et un des piliers de ce système, au niveau de la surface, c'est les navires. Il y a une longue tradition d'observation de la part des navires depuis des centaines d'années. Déjà, autrefois, on commençait à recueillir des informations sur la météo pour essayer d'éviter des situations extrêmes. Et ça conduit d'ailleurs à la création d'organisations internationales comme l'Organisation mondiale météorologique. Et ensuite, le système a évolué grâce à l'automatisation, mais pas tellement en fait. Et nous pensons qu'il y a encore vraiment de grandes possibilités de progresser et de développer le système. Autrefois, il y avait 8000 navires dans les années 80 et aujourd'hui, on en est à 1500. Donc, des informations critiques comme la pression de l'air, les températures sont utilisées pour établir des modèles. Alors, comment peut-on améliorer tout cela? Comment est-ce que cette infrastructure peut être à l'échelle de notre planète? Donc, si on a 10 000 navires, on a 10 000 yeux pour observer notre planète. Mais ce n'est pas à l'échelle de notre planète. Nous devons augmenter ce chiffre. Les gouvernements, les universitaires, etc., ont atteint le maximum de leur capacité pour pouvoir développer cette infrastructure. Donc, il faut chercher d'autres solutions. Et il y en a une évidente. Il y a des milliers de navires qui parcourent les mers tous les jours. Alors, pourquoi ne pas les utiliser? On le fait déjà dans une certaine mesure, mais on pourrait le faire autrement. Par exemple, en créant des partenariats entre le domaine privé et le domaine scientifique avec les organisations internationales. Tout cela est facile à dire, mais il faut que ça se convertisse en action. Il faut agir pour progresser. Donc, on propose des actions, mais l'aventure n'est pas simple d'arriver à ce que la communauté scientifique travaille avec le secteur privé. Donc, il faut vraiment modeler ce système ensemble pour que d'ici 10 ans, la partie de surface des observations puisse être améliorée. Il va falloir déjà au moins 5 ans pour que tout le monde nous rejoigne. Il faut aussi de nombreux scientifiques de domaines différents. La science est complexe, il y a la biologie, il y a des tas de disciplines. Alors, il faut aussi arriver à moderniser, à rendre opérationnels tous ces systèmes et à les mettre à la bonne échelle. Cette conférence est le départ de cette grande aventure. Nous avons quelques sociétés importantes de transport maritime comme Maersk et MSC qui ont des centaines de navires qui travaillent pour eux et qui sont déjà en partenariat avec nous. Ils en savent plus que tout autre qu'on ne peut pas circuler sur les mers sans prévision météorologique. Donc, on ne peut pas optimiser les opérations si on n'a pas des alertes précoces à bien des égards. Donc, c'est dans leur intérêt de participer à ce système. Ils vont équiper leurs navires de capteurs clés. Donc, il va y avoir un cadre de structure qui va être établi pour le long terme pour que tous les composants soient rajoutés. Alors, il y a Argo 1, par exemple, qui est un système d'observation très important de surface. Et donc, il faut travailler avec la communauté du transport maritime dans son ensemble et aussi beaucoup d'autres
acteurs qui sont sur les océans et on a vraiment la possibilité d'améliorer le système. Donc on aimerait beaucoup que vous nous suiviez vendredi lors de cet événement qui sera le lancement de cette grande aventure. On essaye donc de renouveler le système existant d'observation. Il ne peut pas y avoir de système d'observation sans les marins parce que l'océan est extraordinairement vaste et c'est comme sur la Terre. On doit travailler avec les marins, avec ceux qui vont en mer et avec l'industrie du transport maritime. Merci. Et les marins ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin de nos observations pour assurer leur sécurité et pour, bien sûr, avoir une économie durable. Mais l'aspect sécurité est très important. Donc, on espère avec cela pouvoir définir de nouvelles opportunités pour l'avenir, pour établir une liste des priorités et pour poursuivre le travail qui a déjà été entamé. Mais il faudrait avoir une vision plus globale, plus stratégique, et pour améliorer nos connaissances des océans et aussi pour que les investissements soient durables, notamment sur le plan financier. C'est impératif pour cette infrastructure. Il y a des changements qui se produisent dans les océans, nous le savons, et des phénomènes météo extrêmes vont se produire, ça change. Et donc, la sécurité est un élément très important et la compréhension de la situation est importante. Et pour cela, nous avons besoin de répondre aux besoins à travers des accords multilatéraux et nous devons avoir un système de prise de décision. Il peut y avoir des impacts de choses qui se produisent en mer et qui ont un impact sur la Terre, comme le phénomène El Niño. Et il y a aussi des espèces en danger et ça a un impact aussi sur l'alimentation sur la Terre. Donc il y a de nombreuses opportunités qui vont s'ouvrir aussi avec le secteur privé pour vraiment créer une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties, pour eux et pour nous en tant que système global d'observation. Cet échange doit être ouvert et équitable. Merci. Donc, cette initiative va donc transformer donc, à la fois la flotte et la science. Est-ce que vous avez des questions? Oui, s'il vous plaît. Attendez que le microphone... Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis de Times. Adam est mon nom. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'utilisation pratique de toutes ces prévisions, peut-être de la science douce et deuxièmement aussi pour parler un peu de la politique derrière le changement de gouvernement des USA, des États-Unis a eu un impact sur les projets. Est-ce que vous pourriez également nous parler un peu comment cela va impacter les navires et les projets? Merci pour ces bonnes questions qui sont très importantes. Donc, du point de vue pratique, donc les satellites ne voient pas tout, pas tout le temps, et ne mesurent pas toutes les variables. Donc, il y a des prévisions. Vous pourriez voir dans le système aujourd'hui, vous pouvez faire beaucoup de kilomètres, mais je ne sais pas comment ils vont travailler dans ces régions. Mais quand il y a des modèles également, ils ont des échelles finaux et ils font des observations. Nous avons vraiment besoin de multiplier les résultats pour avoir une bonne prévision au niveau régional avec donc les informations de base. Et bien évidemment, il y a des défis dans l'observation de carbone, donc c'est très important. Le système d'observation de carbone est très de petite échelle, donc c'est que les débuts. Donc c'est vraiment une question clé. Donc on voudrait se concentrer sur ce problème. Oui, il y a donc la météorologie. Donc on peut améliorer tout ça, mais il faut également penser à l'avenir. Les marins,
quand ils ont fait leur première observation, ils ne savaient pas qu'il y avait des prévisions. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 10 années à venir, comment l'intelligence artificielle va évoluer. Donc, il y a beaucoup de choses importantes dans cet âge numérique. Donc, nous devons être prêts pour tout ça. Donc, il faut donc réfléchir sur les opérations, sur la sécurité. Il y a beaucoup de variables, la biochimie et la biologie aussi, mais on ne va pas s'arrêter là. Et il y a donc le GOOS, le système global mondial d'observation des océans. Donc, on a besoin d'observation. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions. Bien évidemment, on travaille de près avec nos collègues et ils contribuent vraiment au financement, que ce soit pour la coordination du système, et c'est à travers des projets scientifiques et les collègues qui travaillent dessus, sur l'océan et seulement. Et donc, ils contribuent également énormément sur l'observation des océans. Et donc, 50% des observations des océans est financée par le NOAA. Donc, il y a évidemment un consensus sur la continuité des opérations, donc surtout les données des plateformes d'observation, la réduction également des financements des États-Unis. Oui, donc on est aux Nations Unies. Bien sûr, il y a aussi l'avenir. Vous avez dû voir le budget pour l'avenir. Je ne veux pas faire de commentaires là-dessus parce que ce n'est pas encore très clair comment cela va impacter directement, mais il y a donc le système global d'observation des océans, et je ne parle pas seulement des navires, mais également je parle des bouées également. Et il y a donc différents réseaux qui opèrent sur les océans. Donc, il y a une espèce de fragilité du système qui est réelle, mais il y a un potentiel aussi qui peut être impacté par la situation à laquelle nous faisons face actuellement. Mais du côté positif, il y a un aspect positif, bien évidemment. Donc, on parle de la campagne de 10 000 navires. Il y a beaucoup d'opportunités si nous nous engageons comme il faut. Ce n'est pas facile, bien évidemment. On ne peut pas commencer la campagne et se dire qu'on va avoir les 10 000 navires parce qu'on parle des instruments et on peut mesurer différentes choses, que ce soit la température, la pression ou les carbones, etc. Donc, il y a plusieurs façons de faire d'échantillonnage, que ce soit l'interaction de l'atmosphère, de l'océan, etc. Donc, il y a aussi, bien évidemment, on veut évoluer la conversation sur le transport maritime, comment on peut faire les choses de manière pratique et comment avoir les équipements nécessaires, comment faire le calibrage, le soutien technique et la suite des possibilités qui peuvent être discutées avec la communauté pour savoir comment on va pouvoir livrer les données qui sont nécessaires pour fournir cette information. Donc, nous essayons d'avoir des opportunités et je pense que c'est une grande opportunité d'avoir cet engagement du secteur privé pour ce système global d'observation des océans. Oui. Kizito Makoye, IBS News. John, pourriez-vous nous expliquer un peu plus cette campagne, cette initiative de 10 000 navires
son objectif, parce que je suis convaincu que un des ennemis de la conservation ou de la biodiversité marine, c'est le secteur de transport maritime et également l'industrie aérienne. Donc cette campagne, cette initiative, est-ce que c'est contre-productif ou pas? Non, la réponse est non, parce que les navires traversent l'océan. Ce que nous voulons faire est de sensibiliser et d'augmenter le niveau d'engagement. Et ils ont déjà cette route, et donc ils travaillent déjà sur les océans. Il y a des centaines de navires. Donc l'objectif, c'est de pouvoir travailler ensemble pour collecter plus d'informations et de données et d'optimiser la livraison de ces données, de ces navires qui sont déjà présents, et de mieux comprendre l'océan et de le faire dans un effort collaboratif et de créer des opportunités pour des échanges. On peut vous donner l'exemple de quelque chose qui a bien fonctionné. C'est les observations et la collaboration des océans avec le secteur maritime. Donc, sur les côtes américaines, il y a de nombreux endroits où on peut justement élever cet engagement et de comprendre l'océan et de les aider à comprendre l'océan. Il y a eu des conversations, donc réorienter et refixer les routes. Donc, nous devons avoir les données d'observation pour pouvoir refixer. Et peut-être que je pourrais faire un ajout sur la décarbonisation et les défis auxquels nous faisons face. Il y a une grosse responsabilité, et donc l'amélioration commence avec la sobriété. Parce que si vous avez un modèle actuel, vous pouvez faire des économies de carburant. Mais pour gérer, peut-être que vous aurez $5 par jour de contribution. Mais ceci a un impact sur les grands défis auxquels nous faisons face. Et donc, cela va bénéficier donc à l'industrie de transport maritime. Et ses partenaires également des navires, ils font des observations, mais à petite échelle, de manière plutôt artisanale, je dirais. Donc, c'est une tradition, mais on veut moderniser ça, justement, cette échelle. Et voilà, on peut pas faire ça sans eux. Si nous avons besoin de 10 000 navires, je ne sais pas où aller. Donc, il y a une communauté, donc ils couvrent tous les océans. Donc, la Vendée Globe et autres. Donc, on peut faire des observations sur la partie sud de l'océan, mais nous avons besoin de chiffres, et nous avons besoin de navires pour avoir ces chiffres. Donc, la communauté de transport maritime constitue un potentiel, mais il y a déjà des navires de pêche, ils sont déjà équipés, ils ont leur... Donc, leur empreinte va être locale. Donc, c'est un exemple dans un grand complexe, mais il y a un mélange de solutions. Les navires en sont un, mais on ne peut pas couvrir l'océan et avoir une observation sans ces navires. Merci beaucoup. Je pense que maintenant, on va pouvoir continuer avec notre intervenant suivant. Mais merci beaucoup pour ces présentations. Maintenant, on a le Pacte mondial des Nations unies et le programme des Nations unies. Suzanne va nous faire une présentation là-dessus. Et on va après avoir Ayla,
it's right next door. It's right next door. Okay, we'll give it a minute. We can go get her, maybe. Someone can go meet her wherever she is. My colleague Alex, I think. Alex can go meet her. Sorry for the brief interruption on the web TV. We're just looking. On attend notre seconde intervenante pour pouvoir continuer. Je ne sais pas si on est toujours en direct. Are we live? Est-ce qu'on est en direct? Est-ce qu'on diffuse en direct? We're not sure. We will start in a minute. On va commencer dans quelques minutes. Please take a seat. If not, we get started. Okay. We'll get started in a minute. This will be about the ocean. Donc, on va parler du protocole d'investissement des océans par le Pacte mondial des Nations Unies et le développement durable. Shall we get started with your... On pourrait peut-être commencer avec vos remarques de bienvenue et après Ayla va
se joindre à nous. Susan Johnson, donc conseillère principale océan du Pacte mondial des Nations unies. Elle va nous parler du protocole d'investissement dans les océans et de financement et donc de trouver du capital pour une utilisation durable des océans. Merci beaucoup et je suis désolée que ma collègue a du retard, mais elle devra se joindre à nous. Donc, le Pacte mondial des Nations unies et l'initiative financière du programme des Nations unies pour l'environnement ont lancé ce protocole d'investissement pour les océans. Il s'agit d'un plan donc pour transformer le financement des océans. Donc, cela mobilise le capital privé et donc nous allons avoir un financement durable qui concerne donc les preneurs, les décideurs, parce que c'est eux qui prennent les décisions directement, parce que l'océan a une importance vitale dans la transition, le commerce, l'infrastructure, la résilience, la sécurité alimentaire et le tourisme régénérateur. Nous avons donc 5,5 milliards de dollars qui est en jeu d'ici 2020. Une économie océanique durable pourrait générer donc 5,5 billions de dollars. Mais nous devons réaligner la finance mondiale sur la santé des océans. Mais donc nous avons besoin de leadership mondial. C'est pour cela que le protocole fait appel à des gouvernements. Il y a des recommandations qui s'alignent avec le politique de l'océan, avec donc cet objectif de 1,5 degré. Et il y a également les objectifs fixés à l'avance NDC. Et donc, il faut également les capitaux privés qui devraient être mobilisés. Donc, nous savons ce qui doit être financé. Il faut juste passer à l'échelle supérieure. Et donc, on devrait passer du transport maritime zéro émission et de l'éolien offshore aux produits de la mer durables et aux défenses côtières basées sur la nature. Le protocole fournit une feuille de route claire pour chaque secteur et fondé sur des données scientifiques. Donc, le déficit, la lacune de financement est réelle, mais on peut le combler, justement. On peut se focaliser sur le tourisme côtier et on sait qu'il y a besoin de 1 000 milliards de dollars supplémentaires pour financer les océans. Et après, il va y avoir besoin de 2 milliards de dollars supplémentaires jusqu'en 2050. La décarbonisation du transport maritime aussi a un coût important. Il faudra entre 8 et 28 milliards de dollars supplémentaires. Il y a également besoin de 90 milliards de dollars nécessaires par an pour développer les infrastructures nécessaires. Et il s'agit des opportunités d'investissement importantes. Mais le financement bleu, c'est donc le mainstream, donc il doit se généraliser. Donc, on devrait passer par des projets pilotes à des lignes d'investissement pour une meilleure reconnaissance de l'économie et de thèses d'investissement sur l'océan. Et nous devons également assurance et réassurance, et on devrait y ajouter le mécanisme de financement et donc créer des plateformes pour réaliser des accords de financement. Il faut que les investisseurs gagnent en confiance pour investir dans ce système. L'industrie commence à agir. Par exemple, on a pu voir Ørsted, une société d'éoliennes offshore, qui a réussi à créer des fermes positives pour la nature et qui procède à la décarbonation de ses services. Plus récemment, DP World, dont nous allons entendre le représentant,
a mis en place des logistiques intelligentes pour l'opération des ports. Et donc, il s'agit de s'orienter vers la prévention de la pollution marine, notamment. T. Rowe Price a lancé une stratégie Blue Bond. Donc, c'est un fonds Blue Bond qui permet d'émettre des obligations. Donc, il y a des actions qui se concrétisent. Les institutions financières se montrent plus actives aussi. Il y a 5 à 10 recommandations destinées à ces investisseurs, des banques, des assureurs, des banques multidéveloppement et des gouvernements. Si on prend les institutions financières, par exemple, les 10 recommandations demandent aux institutions financières de commencer à se poser des questions où elles en sont au niveau de l'économie des océans pour que ces institutions comprennent mieux ce qui est nécessaire pour un financement durable des océans. Et il faut que les investissements soient considérés comme durables de manière à pouvoir avoir une meilleure perception de la part des clients de ces institutions financières et aussi pour fixer des objectifs basés sur la science. Donc, si toutes ces différentes catégories de parties prenantes s'engagent, on arrivera à construire une sorte de flux d'investissement vers une économie bleue. Il y a une chose intéressante. Le timing est parfait pour ma collègue qui vient nous rejoindre. Donc, je disais que les investissements dans l'économie des océans est un secteur niche. Et si vous regardez les blue bonds qui sont les plus importants, eh bien, il y en a en fait ces obligations bleues, et il y en a quelques-unes qui sont les plus recherchées. Donc, on a essayé de faire une recherche à travers l'intelligence artificielle sur toutes ces obligations et 50 milliards de dollars d'obligations ont été dirigés vers une utilisation bleue. Et donc le thème, l'investissement dans l'espace des océans n'est pas remis en question. Ça commence effectivement à se mettre en place. Et nous avons là un mécanisme qui permettra d'augmenter encore ce mouvement. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue. Donc, je disais qu'une des parties prenantes était l'industrie des océans. Donc, je voulais laisser ma collègue qui vient de DP World de nous parler parce qu'ils ont engagé un protocole et un travail de pointe qui est basé sur une stratégie des océans. Donc, je lui laisse la parole. Micro. Merci. Nous sommes une société de logistique qui comporte des ports et des terminaux. Nous sommes présents dans de nombreux pays et nous avons beaucoup investi dans le Sud, notamment en Afrique. On a 5 ports en Asie et nous avons une forte responsabilité à l'égard des populations et des zones côtières. Et nous voulons être actifs sur la préservation de ces marchés. Donc nous avons un héritage. Nous avons une tradition qui nous conduit à donner priorité à ces zones. Donc la stratégie de DP World avait 4 piliers. D'abord la science, l'innovation, la finance bleue, la préservation et la suppression des plastiques et la décarbonisation. Donc, il y a 10 ans, nous étions au Portugal et on nous a parlé de ce concept des obligations bleues. Donc, on a essayé de voir comment on pouvait interpréter cela et l'inclure dans nos opérations. Donc, après plusieurs consultations, après avoir étudié les investissements auxquels nous procédions, que ce soit vers des énergies alternatives ou bien des systèmes de carbone bleu, de priorisation, nous avons pensé que nous étions prêts à émettre une obligation bleue. Et nous l'avons fait avec 2 partenaires au début de l'année.
Et donc, nous apprécions beaucoup de la part des Nations Unies de nous avoir fait connaître ce concept. Et nous voulons vraiment utiliser ces obligations pour pouvoir accélérer les innovations qui permettraient de résoudre ces problèmes difficiles. Ces 2 derniers jours, nous avons pensé qu'il y avait des personnes innovantes, des entrepreneurs qui étaient là, qui étaient prêts. Et donc, je pense que ces obligations bleues vont soutenir ces entrepreneurs qui parfois ont l'impression qu'ils n'ont pas accès à des capitaux dont ils ont besoin alors qu'on en parle tant. Et grâce à cette conférence. Merci, merci beaucoup. Et quelle est la taille? 100 millions de dollars. Il y a tellement d'investissements dans l'économie des océans, mais ils ne sont pas suffisants. Et donc, il faut alors mobiliser 100 millions de dollars en une fois, c'est énorme. Et ça pourra aussi favoriser des investissements plus petits sur le terrain. Merci, merci beaucoup. C'est une initiative dont on a vraiment besoin. SDG 14, donc l'objectif 14 s'en trouvera conforté. Donc, y a-t-il des questions pour nos 2 invités? Il me semble qu'il n'y ait pas de questions, alors je vous remercie. Il y a tous les spectateurs de notre web TV qui vous ont écouté attentivement également, et merci d'être venus. À bientôt.